Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et je reçois deux invités pour parler de cette GPA éthique. Aude Mirkovic, porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance. Bonjour. Bonjour. Et Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Baudouin. Alors Clément Beaune, ministre des Transports, s'est déclaré favorable à la GPA dans une interview publiée dans l'Obs le 30 août dernier. Alors deux arguments dans ses propos. Des enfants souffrent, beaucoup de familles dysfonctionnelles et un grand nombre de couples souffrent de ne pas avoir d'enfants. Et deuxième argument, même si la GPA n'est pas autorisée en France en pratique, les Français peuvent quand même y avoir recours, mais seulement les plus riches. Donc il juge que ce serait plus juste et plus protecteur que la France ait ses propres règles et législations. Alors peut-on voir dans cette déclaration une sorte de test pour prendre en quelque sorte la température sur la question de la GPA, Ludovine de la Rochère? Alors je pense tout simplement qu'il avait un objectif politicien. Il vise en particulier la mairie de Paris, les prochaines municipales. Et on constate aussi, donc là je réponds un peu sur un plan politique, on constate aussi que les poulains d'Emmanuel Macron préparent l'après-Macron. Et chacun prend ses aises avec des sujets qui leur sont propres, suivant leur sensibilité. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que Clément Beaune nous dit j'ai évolué, j'ai changé d'avis sur la GPA. Quand on relit son parcours, on comprend que probablement il a toujours été parfaitement favorable. Et il nous sort les éléments de langage type classique qu'on connaît depuis des années et qui sont évidemment qui ne sont pas des arguments. Tout ça est d'une faiblesse désastreuse, surtout face à l'exploitation des femmes et au trafic international d'enfants. En vérité, oui, il est exact qu'il y a des Français qui vont à l'étranger. C'est un vide juridique. C'est absolument désastreux puisque la loi est insuffisante. On devrait interdire aux Français de recourir à la GPA, y compris à l'étranger, ce qui au passage éviterait que des entreprises de GPA, des agences de GPA, viennent démarcher des Français sur notre sol, comme cela a eu lieu le week-end dernier avec le salon Désir d'enfants, qui est un salon de commerce procréatif, un salon de commerce d'enfants. C'est un scandale incroyable. Aude Mirkovic, qu'est-ce que vous pensez de cet argument assez habituel? Ça se fait, de toute façon, on n'a pas le choix, ça existe à l'étranger. En effet, comme vous le disiez, Ludovine de la Rochère, il y a des enfants qui naissent de GPA à l'étranger, qui reviennent, quand ils reviennent en France, quand ils arrivent en France du coup, vu qu'ils viennent de naître, il faut leur faire un état civil. C'est un argument classique. Comment décrypter cet argument? Alors là, il y a deux choses. Parce que d'abord, il y a la question il est possible d'aller se procurer des enfants par GPA à l'étranger. Et il y a un tas de choses qu'on peut obtenir de façon légale, entre guillemets, quelque part à l'étranger. Hein, on peut se trouver des organes aussi, on peut trouver de la drogue, on peut trouver des armes, on peut trouver des prostituées mineures. Est-ce que c'est une raison pour légaliser tout ça en France? C'est comme si on disait, il y a des riches qui peuvent faire du mal, il faut permettre aux pauvres de le faire aussi. C'est absurde et c'est une démission surtout politique. Parce qu'ensuite, le deuxième aspect, c'est de dire il y a des enfants qui naissent de GPA à l'étranger. Quand ils arrivent en France, il faut bien s'occuper d'eux, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Mais le fait de prendre soin des enfants nés de la GPA n'est absolument pas incompatible avec le fait de lutter contre la GPA. Au contraire, le soin des enfants l'exige. Et quand on parle de régulariser la situation des enfants nés de GPA, en réalité, on régularise la situation des commanditaires. Parce que, en ce qui concerne l'enfant, les préjudices qu'il a subis, et en particulier d'un point de vue juridique, l'atteinte à sa filiation, en fait, c'est la méconnaissance de ses droits qui est régularisée. Donc, l'intérêt de l'enfant est invoqué comme prétexte, mais l'intérêt de l'enfant exige que les politiques, que le pouvoir politique combatte la GPA parce que la GPA est contraire à l'intérêt de l'enfant. Et Aude, j'ajouterais même que les enfants concernés ne devraient même pas pouvoir arriver sur le sol français, ça fait partie du scandale. En réalité, ces enfants qui sont nés à l'étranger ont des commanditaires, ce ne sont pas des parents, qui, ce que Manuel Valls reconnaissait lui-même quand même, on pourrait développer aussi, mais bon, leurs parents, leurs commanditaires obtiennent des papiers des consulats
pour ramener l'enfant chez eux, ce qui n'est pas conforme au droit français, puisque le droit français considère que les effets des contrats de GPA sont nuls et non avenus, et on ne devrait pas obtempérer à ces demandes de documents pour revenir à l'étranger. Et on peut estimer, on peut penser, c'est d'ailleurs la politique de l'Italie, on peut penser que si ces commanditaires ne parvenaient pas à faire arriver ces enfants sur le sol français, eh bien, il y aurait moins de GPA, probablement beaucoup moins, et cela tarirait ce commerce. Alors après, il faudrait des mesures proactives, mais depuis quelques années, ces laissez-passer sont délivrés et c'est tout à fait scandaleux. Il y a quelques années, rappelez-vous, il y avait encore régulièrement des parents des commanditaires, qui en appelaient aux médias français, qui disaient « je ne peux pas rentrer avec l'enfant dans mon propre pays, c'est un scandale ». Ils en appelaient aux médias parce qu'il y a quelques années, les consulats ne laissaient pas rentrer ou ne laissaient pas venir ces enfants. Et le seul moyen de cesser ce commerce, c'est d'être très sévère, très ferme. Et il y a des couples qui attendent des bébés, qui attendent d'adopter des bébés, quelquefois des années. C'est aussi très douloureux. Eh bien, ces enfants, je pense pour ma part, devraient être confiés à l'adoption. Et ça mettrait quand même largement un obstacle et un frein à cette pratique. Or, au contraire, on laisse tout faire et en fait, on tolère. Merci Ludovine de la Rochère. On va y revenir dans un instant. Il est presque 8 heures, le moment de faire un point sur l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. la table ronde. Alors on a déjà beaucoup parlé de cette GPA, il faut peut-être rappeler que c'est la gestation pour autrui, donc c'est la gestation avec une mère porteuse. Aude Mirkovic, est-ce que vous pouvez revenir rapidement en fait sur le processus? Comment les commanditaires, par où ça commence pour commander un enfant, parce que c'est ça, vu qu'il y a une somme qui est déboursée, et jusqu'à la livraison, désolé du terme, de l'enfant. Alors le principe de la gestation pour autrui, il est très simple, c'est un ou plusieurs commanditaires qui demandent à une femme de porter un enfant pour eux, qu'elle s'engage à leur remettre à la naissance. Voilà, donc à partir de ça c'est vraiment le cœur de la pratique. À partir de là, vous avez différentes modalités qui sont possibles, parce que d'où vient l'enfant? Le plus souvent aujourd'hui, l'enfant a été conçu en laboratoire, in vitro, à partir d'ovocytes et de sperme, soit du ou des commanditaires, soit de vendeurs, soit de donneurs parfois. Ou alors, donc l'enfant conçu in vitro ensuite est transféré dans l'utérus de la mère porteuse qui va donc mener la grossesse et le remettre ensuite au commanditaire. Il est possible également que la mère porteuse soit inséminée par le sperme du commanditaire ou d'un donneur et que donc l'enfant soit biologiquement également le sien et elle ne s'en engage pas moins à le remettre à la naissance au commanditaire. Voilà, et donc ça, c'est le process. Ensuite, pour mettre en contact des clients avec des mères porteuses, eh bien, il y a toute une nébuleuse commerciale qui tourne autour de cet arrangement, donc des agences internationales qui vont chercher des clients dans des pays en général plutôt aisés et riches et qui les accompagnent dans leur démarche pour aller ensuite se payer une mère porteuse, le plus souvent dans des pays où les femmes sont dans la misère, et pas toujours. Il y a des États aux États-Unis qui légalisent la GPA. Alors, quelles sont les femmes qui sont recrutées pour être mère porteuse? Bien sûr, ce ne sont pas les femmes aisées des États-Unis, mais enfin, selon les pays dans lesquels se déroule la pratique, les modalités concrètes vont être diverses et variées, mais enfin, le principe est toujours le même. C'est un commanditaire qui commande un enfant à une femme qui s'engage à le porter et à le lui remettre, le plus souvent moyennant finance. Alors, je suis allé chercher sur Internet parce que je voulais bénéficier d'une gestation pour autrui. C'est une plaisanterie, mais j'ai tapé GPA éthique et on va en discuter tout de suite sur Google. Et plus que d'habitude, j'ai eu 4 résultats sponsorisés par Google avec 4 sites Internet: novelfamily.com, maternitésubstitution.com, surrogacyfr.com, mèreporteusesante.fr. Alors, c'est un commerce qui a pignon sur rue, Ludovine de la Rochère. Alors théoriquement, Google France ne devrait pas accepter de diffuser des publicités pour des agences
de gestation pour autrui. Et il me semble d'ailleurs que c'est Juristes pour l'enfance qui avait attaqué Google France et qui avait gagné, mais Aude nous en dira plus dans quelques instants. En tout cas, oui, c'est tout à fait un commerce. Alors, justement, je voulais évoquer la question de la GPA prétendument éthique. Le grand argument des personnes qui sont favorables à la GPA, c'est de dire « Ah mais non, pas la GPA commerciale, non, la GPA éthique ». Alors évidemment, d'abord, c'est un oxymore, exploiter une femme et acheter un enfant et faire commerce de cela, ou être intermédiaire pour de tels arrangements, c'est de toute façon absolument contraire à l'éthique. J'ajoute que quand on prétend encadrer la GPA, légaliser, comme le demande M. Beaune, une GPA éthique, ça revient bien à légaliser le principe de la GPA. Et encore une fois, quelles que soient les modalités, ça ne peut pas être éthique. Alors certains, pour être plus précis, certains disent « Ah, mais la mère porteuse, on ne la paye pas, comme ça c'est éthique, comme ça c'est pas commercial ». Mais c'est d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est un comble. La mère porteuse ne serait pas rémunérée dans ce cas-là, et les biologistes, les médecins, les assureurs, les financiers, les avocats, les intermédiaires, eux seraient rémunérés. Donc tout le monde gagnerait de l'argent sur le dos de la femme qui, elle, est au cœur, évidemment, au cœur de ce processus. Et parce qu'elle est femme et parce qu'elle peut être mère, est donc réduite à ce statut d'incubatrice. J'ai même entendu une commerciale en la matière qui répondait à un faux client dans une caméra cachée, dans un enregistrement que nous avons fait de cet entretien. Elle disait « Mais non, mais la mère porteuse, vous préoccupez pas d'elle. De toute façon, c'est un four. » Elle employait le terme de four. Et donc, la GPA, de toute façon, quelles que soient ses formes, quelles que soient ses modalités, n'est que dans l'utilisation de la femme pour produire un ou des enfants pour des tiers. Et les conditions de vie de ces femmes sont terribles. Par exemple, comme aujourd'hui, par cynisme, pour éviter que les mères porteuses ne disent à la fin de la grossesse « Finalement, je le garde, c'est mon enfant », eh bien, la plupart du temps, cet enfant, il est conçu avec les ovocytes d'une autre femme. Il y a aussi d'ailleurs un commerce des gamètes qui va avec. Pour dissuader en quelque sorte d'avoir pour qu'elle ait moins d'arguments et pour et ça permet de lui faire croire que cet enfant n'est pas le sien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc sur le côté donc il n'y a pas de lien génétique. Enfin, il n'y a pas de lien génétique entre l'enfant et la mère, ce qui fait que il y a un risque de rejet très important de l'enfant au cours de la grossesse. Donc ces femmes, par exemple, elles subissent des injections d'hormones massives tous les jours pendant la grossesse, avec des risques sur leur santé, des risques pour la santé de l'enfant, et ce sont des grossesses à très haut risque. Il y a des études américaines qui le montrent très bien. Et donc, vous voyez, dans la GPA, encore une fois, tous les aspects de la GPA, et pour la femme et pour l'enfant, et même pour l'homme, parce que ça conduit aussi au commerce de sperme, est absolument contraire à la dignité humaine. Alors, Aude Mirkovitch, tout à l'heure, vous avez parlé d'atteinte à la filiation. Qu'est-ce qu'elle est? C'est le fait de manipuler un peu la génitrice, le donneur de sperme ou même la donneuse d'ovules. C'est un peu cet embryolo? Bah oui, c'est ça, dire que le principe de la GPA, c'est que l'enfant sera séparé à la naissance de sa mère de naissance. Alors, donc, il est privé objectivement de sa mère de naissance. Donc, les promoteurs de la GPA diront « Mais non, pas du tout. La mère porteuse, ce n'est pas la mère de l'enfant. » Bon, très bien. Alors, qui est la mère? Et en réalité, en raison du processus, le processus fait éclater le statut de mère et le répartit les différents aspects de la maternité entre plusieurs femmes. Vous avez une fournisseuse, en général, qui peut être une vendeuse, parce que c'est les donneuses d'ovocytes, là, je ne pense pas qu'elles existent. Donc, vous avez la femme qui a fourni l'ovocyte, qui est liée génétiquement à l'enfant. Vous avez la femme qui a diligenté le processus, la commanditaire, qu'on appelle la mère d'intention. Et vous avez la femme qui porte l'enfant, qu'on appelle la gestatrice. Et donc, si la mère porteuse n'est pas la mère, pourquoi pas? Mais alors, qui est la mère? Et en fait, on prive l'enfant de la possibilité de répondre à cette question qui est pourtant très simple et qui est première dans la vie de quelqu'un, c'est qui est ma mère? Et lorsque la GPA est commandée par un homme ou deux ou trois, eh bien là, il n'y a carrément plus de mère du tout. Donc, il y a un bricolage autour de la filiation de l'enfant, c'est le principe du contrat de GPA. Des commanditaires conviennent
avec la femme, avec la mère porteuse, en gros, de la filiation de l'enfant. C'est le résultat du contrat. Et évidemment, les gens qui recourent à la GPA n'ont pas l'impression de faire du mal à l'enfant parce que eux, ils se pensent comme des parents, super parents, et ils pensent que l'amour qu'ils ont à donner à l'enfant va tout réparer. Mais ça n'est pas vrai. En matière de filiation, l'amour ne remplace pas le lien de filiation. On peut beaucoup aimer un enfant. C'est pas pour ça que ça justifie de le priver de sa filiation d'origine. De la même manière que le fait de promettre une prothèse à quelqu'un, même une prothèse de luxe, ça ne justifiera jamais de le priver de son bras ou de sa jambe. Voilà, donc dans la GPA, l'enfant, la filiation de l'enfant est déjà embrouillée de telle manière que la privation passe plus inaperçue, mais la privation de la filiation de l'enfant n'en est pas moins réelle. Voilà, où il y a bel et bien objectivement une atteinte à la filiation de l'enfant. Alors, est-ce que la solution pour effacer cette filiation, et peut-être que ça existe déjà, serait de créer de grandes banques donc de gamètes, que ce soit mâles ou femelles, pour que justement, en fait, on les vende, on les attribue, et qu'il n'y ait plus la possibilité de remonter à la mère biologique, au père biologique. Est-ce que ça existe déjà, et même l'État, même la France l'organise. Alors, en l'occurrence, pour la PMA avec donneur, enfin... oui, pour la PMA avec tiers donneur, alors parfois pour des couples hommes-femmes, ça fait longtemps que c'est autorisé. Ça reste très minoritaire parmi les personnes qui recourent à la PMA. Mais en fait, on a surtout légalisé la PMA sans père, c'est-à-dire la PMA pour les couples de femmes. Donc là, nécessairement avec donneur masculin. Et cela signifie, comme jusqu'à l'âge de 18 ans, l'enfant n'a pas le droit de connaître l'identité du donneur, cela signifie que l'État français lui-même détient la filiation. L'État est celui qui connaît la filiation, le plus souvent paternelle, mais pas seulement, d'un certain nombre d'enfants en France. C'est absolument invraisemblable. Et les personnes concernées, le couple, ou la femme seule d'ailleurs, qui a eu recours à la PMA dans ce cadre-là, et l'enfant ne connaissent pas le père, mais l'État, lui, connaît le père. Et c'est lui qui détient cette information. C'est stupéfiant. Et puis, par ailleurs, vous avez des banques de gamètes et d'ovocytes, par exemple au Danemark, une entreprise qui a pignon sur rue, qui s'appelle Cryos International. Elle est venue démarcher les Français, justement, le week-end dernier, dans le cadre du Salon Désir d'enfants. Et elle détient aussi la filiation, elle a connaissance de la filiation, pour le coup, d'enfants, de centaines de milliers d'enfants, puisque malheureusement, il y a des personnes qui recourent à ces banques de gamètes. Et il faut savoir que ces banques, c'est un marché, c'est-à-dire que elles portent bien leur nom d'ailleurs, hein. C'est un marché, l'achat de gamètes masculins ou féminins. C'est tout un catalogue de tarifs suivant les caractéristiques du fournisseur ou de la fournisseur, je ne sais pas comment dire. Alors, est-ce qu'il est de quelle ethnie est-il, de quelle ethnie, de quelle origine, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, les études, le parcours, l'état de santé, QI, test psychologique. Eh bien, tout cela va déterminer un tarif différent pour l'achat des gamètes. Et je vais vous donner un exemple. Les gamètes de personnes de couleur sont beaucoup plus chères que les gamètes de personnes blanches parce que les Africains, d'une manière générale, sont extrêmement réticents à l'idée de fournir leurs gamètes. Et du côté de l'Asie, les Chinois, par exemple, c'est encore beaucoup plus cher parce qu'ils sont encore plus rares à l'accepter. En fait, c'est un marché, c'est une bourse. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'on peut déjà entrevoir le fait que maintenant que la PMA est possible, c'est-à-dire que on peut choisir donc des gamètes masculines. Est-ce que des couples hétérosexuels classiques qui feraient un enfant de façon très conventionnelle, du coup, pourraient eux-mêmes choisir de ne pas injecter de procréer avec leurs propres gamètes, mais aller en choisir des meilleurs? Alors en France, ce serait déjà possible, oui, parce que la PMA sans motif médical a donc été légalisée pour pouvoir légaliser la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Donc c'est légal depuis 2021. Cela étant dit, la PMA reste un processus complexe. Il y a une attente tout à fait très longue. On peut penser qu'aujourd'hui, les couples hommes-femmes qui peuvent concevoir naturellement ne recourent pas à la PMA. Encore que.
si c'est un couple qui est fertile, qui ne souffre pas d'infertilité, il suffit en vérité juste d'une insémination de gamètes. Il n'y a pas besoin du processus de fécondation in vitro. Et est-ce qu'il y a des pays où justement il n'y a pas cette entrave de l'infécondité, de l'infertilité, et que du coup on peut directement aller sur ce marché? Oui, bien sûr, mais le processus. C'est une situation qui pourrait arriver. Bien sûr, mais a priori, oui, il y a eu des tentatives il y a quelques années. Il y avait eu la création aux États-Unis d'une banque de gamètes de prix Nobel. Cette banque de gamètes, elle a duré quelques années. En fait, elle a été un échec, c'est-à-dire qu'elle a conduit à la naissance d'enfants. Il y a des parents, enfin des adultes qui ont voulu obtenir un enfant avec ces gamètes issues de personnes ayant reçu le prix Nobel. Et puis, visiblement, ça n'a pas fonctionné parce que le fondateur est mort il y a une petite année et son entreprise a fermé. Très bien. Aude Mirković, on imagine au long de cette discussion toute la complexité juridique que tout cela impliquerait. Et déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que contiennent les contrats en termes d'indemnisation si jamais la mère porteuse, puisque l'avortement est un droit, décide au cours de cette gestation d'avorter d'un enfant fabriqué à partir de gamètes différentes, tout un processus. C'est un enfer juridique, j'imagine? Alors, en fait, je ne peux pas dire les contrats de GPA comportent telle clause, parce qu'il y a de nombreux contrats qui sont différents, d'autant plus que les agences de GPA vous proposent des offres à différents prix. Donc, il y a les offres low cost, et puis il y a les offres moyennes, et puis il y a les offres premium. Et selon justement le prix qu'on met, l'appréciation va être différente. Et dans tous les cas, il est clair que la mère porteuse est au service des commanditaires et du projet, et qu'elle est, elle est extrêmement surveillée et contrainte de ne pas accomplir certaines activités, le sport, les relations sexuelles avec son propre conjoint. Dans certains cas, elle est interdite d'assister à des funérailles ou toute situation potentiellement traumatique pour l'enfant, ce qui, soit dit, au passage, nous permet de réaliser que le lien entre la mère et l'enfant qui est considéré comme complètement négligeable, ça n'est rien, elle n'est là comme un incubateur. En fait, on reconnaît bien la valeur du lien entre la femme et l'enfant qu'elle porte et toutes les interactions qu'il y a, puisque certains contrats de mère porteuse interdisent à la mère porteuse d'assister à des funérailles. C'est pas pour rien, c'est pour que le stress ne soit pas communiqué à l'enfant. Donc les contrats, ils sont divers et variés, mais dans tous les cas, il n'y a pas une clause de ces contrats qui pourrait passer le cap du droit du travail. Je veux dire, même si on voulait considérer le contrat de gestation pour autrui comme un travail, ce que certains veulent essayer de faire croire, ce serait tellement exorbitant du droit commun. Ce n'est pas une travailleuse, c'est une esclave, donc c'est tout à fait différent. Et alors, comment ont légiféré les pays où c'est légal, l'Inde, l'Ukraine, les États-Unis même? Ce sont des pays qui n'ont pas les mêmes exigences que nous en droit du travail, déjà pour commencer. Ouais. et puis en plus, il faut reconnaître que ces contrats, vous savez, tant que personne ne se plaint, tant que personne n'agit, vous avez de la méconnaissance des droits des uns et des autres qui s'opère. Mais un jour ou l'autre, ça prendra fin tout ça. Parce que vous avez des pays, alors les États-Unis, c'est encore à part, mais des pays qui ont légalisé la GPA ne remplissent pas les engagements qu'ils ont pris au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU. Et un jour ou l'autre, cette violation des droits des enfants sera indemnisée et sera reconnue. Et les têtes tomberont à ce moment-là. Mais ceci dit, c'est pareil pour la France, qui a légalisé la PMA sans père, au mépris de la Convention internationale des droits de l'enfant qui pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et être élevé par eux. On peut couper les cheveux en 4, en 8, en 10. Parmi les parents, il y a le père quand même. Donc le fait de priver l'enfant délibérément de sa lignée paternelle, c'est contraire à nos engagements internationaux pour se dire mais comment est-ce que c'est possible en France ? Eh bien, c'est possible en raison d'une indifférence de la justice à l'égard de la violation du droit, mais ça n'aura qu'un temps. Et un jour ou l'autre, la justice reprendra ses droits. Nous essayons de faire en sorte que ce soit le plus vite possible, parce que de dégâts, de souffrances et de malheurs entre-temps. Alors le 3 mars 2023, vous avez participé à la déclaration de Casablanca signée par 100 experts pour demander l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Vous avez participé, vous avez signé. Dans quel pays il y a une prise de conscience sur la GPA comme ça qui a mené à une abolition universelle, à une demande d'abolition ?
Alors, en effet, cet événement-là qui s'est tenu à Casablanca au Maroc le 3 mars, c'était une initiative d'experts, donc des médecins, des juristes, des psychologues, des anthropologues, qui ont voulu contribuer à l'œuvre collective, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont engagés, et heureusement sur ce créneau de la GPA, et il faut vraiment unir les forces. Mais là, le but, c'est de fournir une expertise de pointe, de qualité constructive, vraiment pour aider à la prise de conscience sur la réalité de la GPA et soutenir et même essayer de susciter des démarches politiques, justement un engagement politique des États pour sortir de la résignation, de la complicité, pour vraiment s'engager à protéger les femmes et les enfants contre ce fléau. Et aujourd'hui, par exemple, on voit en ce moment l'Italie qui adopte une loi qui déclare la GPA crime universel. Alors l'Italie n'a pas le pouvoir à elle toute seule d'interdire la GPA dans le monde. Et vous voyez, c'est un exemple. Et en réalité, c'est tout à fait possible. En France, il n'y a même pas besoin d'adopter tellement de lois. Déjà, il faudrait commencer par appliquer celles qui existent. Ouais. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Parce que d'un point de vue juridique, il n'y a non seulement aucun obstacle à abolir la GPA, mais même tout le droit déjà plaide pour l'éradication de la GPA. Si les droits internes et si le droit international était appliqué, déjà, tous les marchands de la GPA seraient tous en prison, pour commencer. Donc, il y a des démarches politiques qui peuvent être initiées. Et entre nous, c'est le travail des experts et des politiques, mais de tout le monde. Tous les électeurs peuvent motiver leurs élus justement pour s'engager dans cette démarche. Oui, et dans quel pays il y a une prise de conscience ? Est-ce que des pays qui ont beaucoup pratiqué la GPA y reviennent ? Alors, là, j'ai peut-être laissé parler Ludovine, parce qu'à mon avis, elle connaît mieux très bien le sujet. Vous voyez, par exemple, le scandale de la Grèce, que nous venons de connaître, est tout à fait révélateur. C'est que la Grèce a légalisé la gestation pour autrui, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les principaux responsables de la plus grande clinique de GPA sont derrière les barreaux. Parce que, alors, est-ce que ça va provoquer en Grèce une prise de conscience et la fin de cette législation ? Je l'espère. En tout cas, ce serait vraiment une opportunité politique sans précédent. Qu'est-ce qui les a conduits en prison, précisément ? Alors en fait, le trafic en tant que tel d'enfants a été mis en évidence, le commerce, parce qu'en fait, en général, il donne des formes un peu plus plaisantes, je mets des gros guillemets à plaisantes, à cette activité, mais encore une fois, dont le principe est toujours le même. En fait, la Grèce, comme la plupart des pays qui ont légalisé la GPA, officiellement, ça n'est légalisé toujours que sous la forme éthique. Il n'y a pas de pays qui disent on légalise la GPA commerciale. L'Ukraine, par exemple, qui est très connue pour son trafic de GPA, c'est dans les textes de loi, c'est théoriquement éthique, mais en fait, c'est vraiment une activité commerciale. Et dans les pays qui ont pris conscience de ce que cela pouvait engendrer, il y a l'Inde qui a désormais fermé ses portes aux couples qui ne sont pas indiens, pour ce qui concerne la gestation pour autrui. La Thaïlande a fait de même. La Russie s'apprête à faire de même. Donc, vous voyez, des pays très importants et qui sont à l'origine d'un très grand nombre de GPA, donc de femmes exploitées et d'enfants achetés. Sauf qu'en vérité, il n'est pas suffisant, loin s'en faut, de mettre un cadre certes beaucoup plus restreint sur la GPA. Ça n'est pas suffisant puisque dès lors que le principe de la GPA reste validé, eh bien, il est pratiqué. La Thaïlande, d'ailleurs, nous avons mené une enquête et nous avons fait un documentaire avec les meilleures intentions. Enquête qui a été faite en Thaïlande. La Thaïlande a réduit considérablement l'accès à la GPA et puis ils se sont rendus compte, et nous l'avions montré au cours de notre enquête, ils se sont rendus compte que, en vérité, la GPA commerciale en tant que telle continuait sur le territoire thaï et de manière très importante, et y compris avec des clients étrangers. Comme la gestation pour autrui est un trafic, ces trafiquants s'arrangent avec les lois, contournent les lois, passent d'un pays à l'autre. D'ailleurs, c'est aussi une forme de traite humaine, puisque les mères porteuses sont déplacées, elles sont inséminées dans un pays, et puis elles vont revenir chez elles quelque temps, et puis changer de pays pour la fin de la grossesse et pour accoucher. Donc, comme le disait Aude, la gestation pour autrui, elle est contraire à la Convention des droits de l'enfant, internationale des droits de l'enfant, mais elle est contraire aussi à tout ce qui concerne les conventions sur la traite humaine. Elle est contraire aux conventions de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est tout à fait, elle est complètement non conforme au droit international. Mais un certain nombre de
responsables d'institutions internationales regardent ailleurs. Alors il y a par exemple l'ONU, le syndicat de la famille est organisme consultatif à l'ONU, nous y intervenons souvent, l'ONU ferme les yeux. Alors l'ONU n'ose pas valider la GPA, mais l'ONU ne veut pas condamner la gestation pour autrui parce qu'il y a une pression. La revendication de la GPA, elle est portée par les associations LGBT et l'ONU, face aux associations LGBT, s'incline. Il y a la conférence de La Haye, qui est une institution internationale de droit privé, qui compte 90 États membres. Cette institution, depuis des années, elle a mis en place un groupe de travail dont l'objectif est de reconnaître la filiation des enfants nés de gestation pour autrui, c'est-à-dire de reconnaître le principe. Et la France fait partie de ce groupe de travail. Et de son côté, l'Union européenne envisage, pousse, veut adopter un certificat européen de filiation qui permettrait pour un enfant, par exemple, né de GPA au Portugal, qui a reconnu, ou c'est légal, qui a reconnu sa filiation, et bien que cette filiation s'impose à tous les États membres. Ça reviendrait à une reconnaissance de fait de la GPA. Voilà, le syndicat de la famille a publié un livre blanc qui est disponible avec toutes ces informations sur ce trafic, le chiffre d'affaires, les échanges internationaux, les différentes législations, bref, tout ce qui concerne de manière factuelle ce qui n'est rien d'autre qu'un trafic international d'êtres humains. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère d'avoir été avec nous en studio. Merci à vous aussi Aude Mirkovic, vous êtes porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance.